Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cadre de ce webinaire, certainement le dernier avant le temps final de la chaire d'excellence Normandie pour la paix. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le professeur Gilles-Éric Serralini pour un webinaire intitulé La paix avec la biosphère, les forces scientifiques, politiques, juridiques contraires. Alors, nous allons plonger dans un univers assez particulier, mais au préalable, je souhaite vous présenter Gilles-Éric Serralini, qui est biologiste, professeur en toxicologie à l'Université de Caen, en France, en Normandie. C'est un chercheur de renommée internationale et auteur sur les effets de la pollution sur la santé. Il a démontré la toxicité spécialement cachée et majeure des organismes génétiquement modifiés et des pesticides. C'est ainsi qu'il a écrit des livres qui sont traduits en de nombreuses langues, pour en citer que quelques-unes de ces langues. Il y a l'espagnol, anglais, allemand, chinois, japonais, indien. Et notamment, parmi les derniers ouvrages publiés, l'affaire Roundup à la lumière des Monsanto Papers, qu'il a coécrit avec Jérôme Douzelet, publié aux éditions Actes Sud. Il faut savoir que Gilles-Éric Serralini, en tant que biologiste, a servi auprès de 18 ministres français en tant qu'expert. Il a également apporté son expertise auprès de beaucoup d'officiels étrangers, des agences internationales comme l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire ainsi que pour l'Agence française nationale de sécurité alimentaire. Il a également servi d'expert dans les grands procès américains dernièrement gagnés contre le Roundup. Alors, les Monsanto Papers marquent une étape d'évolution très particulière, d'où le titre de notre webinaire. Il les a obtenus en justice et ces Monsanto Papers ont révélé des actions plutôt anormales de lobby contre une personne, un scientifique, qui cherche à faire rôle aussi de lanceur d'alerte. Souvent, son profil public fait l'objet de modifications, que ce soit sa page Wikipédia. Il a également souffert de beaucoup de pression, mais vous pouvez suivre ses actualités sur son site internet. Il faut savoir qu'il a remporté 7 procès en diffamation. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui par rapport aux dynamiques d'intérêt contraire est une réalité vécue par un seul homme qui porte beaucoup. Donc, 7 procès en diffamation contre différents lobbies entre 2011 et 2017 qu'il a tous remportés. J'insiste bien sur le fait qu'il les a tous remportés. Prochainement, le 1er septembre, il aura une nouvelle audience pour un procès similaire. C'est dire si c'est un combat de chaque instant que connaissent très bien les défenseurs de l'environnement. Alors, ce webinaire, il a pour objectif, toujours dans le message général de la charte d'excellence CNRS Normandie pour la paix, qui porte sur la paix avec la Terre et la promotion des droits des générations futures, il est question de savoir comment, dans cet état de dégradation des écosystèmes, de la biodiversité, du climat, comment protéger durablement la santé, que ce soit la santé humaine ou non humaine. Il faut savoir que la santé chronique humaine est mesurée par la progression des cancers, des maladies neurodégénératives, immunologiques, hormonales, des malformations et autres, qui ont atteint un point sombre qui dévaste aussi les espèces vivantes. Il y a des issues de prise de conscience et de régénération possibles. Alors, il faut savoir que le message avec Gilles-Éric Serralini, c'est aussi de savoir la réalité du dommage transgénérationnel, du dommage transespèce et du dommage transspatial. C'est pour ça que son expertise concerne l'intérêt public de l'humanité, des générations futures, par-delà les frontières nationales et par-delà les temps présents. Gilles-Éric Serralini, nous avons l'honneur d'échanger pendant 2 heures, 2 heures avec en traduction simultanée l'anglais et l'espagnol. Donc, j'invite les participants à choisir l'interprétation anglais ou espagnol. Et ce webinaire est enregistré, sera publié et restera sur le site internet de la chaire d'excellence Normandie pour la paix. Professeur, j'ai l'immense plaisir et honneur de vous donner la parole. Bienvenue et merci d'être ici. Merci à vous, Émilie Gaillard. Merci à toi. J'ai le plaisir d'être avec vous pour un petit temps à la fin de cet été très chaud, qui certains l'expérimentent encore, la chaleur.
Je vais partager mes diapos et est-ce que tout le monde m'entend bien? On t'entend parfaitement bien. D'accord. Voilà. Donc, je dois mettre En plein écran. Il en faut... diaporama plein écran. Très bien. Voilà. C'est en train de se faire. Je pense que vous voyez tout. Oui, Eh bien, écoutez, commençons. Alors, j'ai plaisir d'abord à répondre et je remercie l'invitation d'Émilie Gaillard sur ce thème, la paix avec la biosphère, parce que on pourrait avoir beaucoup de vindications, de difficultés pour parler de ce thème. On parle beaucoup de la guerre aujourd'hui dans les médias, mais il est clair que on va un peu parler de l'origine des problèmes, et l'origine des problèmes, elle est souvent liée aux forces scientifiques, politiques, juridiques, contraires, que l'on mésestime dans la compréhension des phénomènes. Souvent, le public, le grand public, nous dit ah bon, mais par exemple, s'il y a de l'arsenic dans le Roundup, bon, ben, ça va être interdit. C'est interdit d'ailleurs déjà. Et la réponse est non. Tout simplement parce que il y a des forces politiques contraires, mais ceux-ci sont de petits joueurs la plupart du temps, même les chefs d'État, face au lobby. Récemment, une conférence TEDx que j'ai bien appréciée de Al Gore, l'ancien vice-président américain, a parlé du nombre de lobbyistes dans les conférences internationales, mais il a expliqué aussi qu'ils étaient au niveau local, national, et ils sont plus que les chefs d'État, de loin, plus que les représentations d'État. Est-ce que c'est pour aider? Et il répond clairement non. C'est pour jouer le jeu des multinationales, qui aujourd'hui ont plus de fonds qu'un État-nation. C'est-à-dire, quel que soit l'État que vous preniez sur la planète, les multinationales ont plus de monnaie, plus d'argent, donc plus de pouvoir. En fait, à 8 d'entre elles, elles réunissent presque 60% du PIB, de la richesse mondiale, et cela est gigantesque. Elles font plier un État assez facilement par les contraintes économiques, par les échanges entre eux. Et j'ai eu l'occasion d'y être confronté à de nombreuses reprises. Au niveau individuel, on peut gagner, comme l'ont fait les avocats américains pour les grands procès du Roundup. C'est unique en fait. Le Roundup est le premier pesticide du monde, le plus important au niveau de son épandage et au niveau de sa répansion dans tous les organismes vivants. On le trouve, et j'y participe, des pingouins en Antarctique, jusqu'évidemment à l'urine des humains en permanence. Il est très rare qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas de Roundup dans son corps. Et on en trouve, alors c'est la réponse des lobbies, ah mais à ces doses-là, c'est pas dangereux. Et en fait, pour savoir quelles sont les doses dangereuses, mais c'est vrai pour le Roundup, mais c'est vrai pour l'amiante, c'est vrai pour le tabac, c'est vrai pour des métaux lourds qu'ils vont surconsommer, notamment pour les systèmes de communication, les téléphones mobiles, etc. Eh bien, on se base sur des taux qui sont décidés par des politiques après qu'ils aient eu des conseils par des petites commissions scientifiques dont j'ai fait partie sur les OGM, par exemple, pendant 3 mandats de 3 ans. Et puis, j'ai pu conseiller effectivement, le docteur Émilie Gaillard l'a dit, 18 ministres, mais ça s'est étalé de 1998 à 2018 à peu près. C'était des ministres français, mais j'ai servi dans des expertises internationales en Inde pour la Cour suprême,
et aussi en Australie, en Chine, en Nouvelle-Zélande, dans beaucoup d'organismes internationaux. Et il se trouve que toujours, les lobbies étaient présents dans les juridictions, dans les conflits. Et souvent, cela confuse en fait les gens, y compris les juristes eux-mêmes, les juges, les avocats, qui ne savent pas où est le vrai du faux. Alors, cette façon de travailler leur permet d'avoir la main. Et tout ça, c'est une guerre contre la biosphère. Donc, c'est cela que je vais vous raconter aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a pour preuve au niveau du public. C'est vrai que la biosphère, je parlais tout à l'heure de la chaleur de l'été, est rognée au niveau du climat. On a mesuré les 10 dernières journées les plus chaudes dans les dernières années. Et au niveau de la biodiversité, alors certains disent qu'elle est rognée par 30 à 50% la biodiversité. En fait, c'est au moins 30%, c'est-à-dire le nombre d'espèces vivantes sur Terre. Certains ne les trouvent plus, pas seulement à cause de la chasse ou de la surpêche, à cause beaucoup de la pollution, parce qu'on trouve tous ces organismes morts et pollués. Et au niveau des peuples premiers, c'est assez dommageable. Je sais que la chaire Normandie pour la paix s'est beaucoup occupée des peuples premiers, et c'est assez, n'est-ce pas, Émilie, et c'est assez dommageable pour eux, car ce sont les premières victimes. Comme pour les plus pauvres, d'ailleurs, il y a des victimes sociales, et cela va avec parce que les problèmes de la société sur la répartition des richesses n'est pas fait quand 8 familles, 8 séries d'actionnaires de 8 multinationales ont plus de la moitié de la richesse mondiale. Vous comprenez bien que eh bien, ça n'est pas diversement réparti. Aujourd'hui, il y a encore des conflits entre les peuples premiers et la firme Total, par exemple, pour l'Amazonie, pour des ressources naturelles qui sont en fait écrasées, polluées, qui disparaissent. Et puis, sans compter que cela fait disparaître les peuples eux-mêmes et les gens, évidemment. Je ne parle pas seulement de la guerre en Ukraine. Donc, au niveau de la santé des humains et du monde, on va trouver une augmentation de plus en plus grande, et c'est pour cela qu'il y a un bébé, parce qu'en fait, j'ai commencé mes études en tant que biologiste parce que je me passionnais et je m'interrogeais sur les effets de la pollution sur la santé. Donc, j'ai voulu faire l'état de l'art, le point zéro, en quelque sorte, savoir combien il y avait de polluants sur l'ADN de bébés, de fœtus, de cellules fœtales. J'avais accès aux cordons ombilicaux des mamans à la maternité, des mamans saines. On vérifiait qu'elles étaient jeunes, non fumeuses, qu'elles n'avaient pas de maladie, ou du placenta, donc des parties de bébés que l'on va incinérer à la naissance ou après la naissance. Les personnes qui gardent, on peut garder un petit morceau de cordon ombilical, mais il n'y a personne qui garde tout ça dans les mamans aujourd'hui. Et donc, j'ai eu accès à ce matériel et on a regardé sur l'ADN, en extrayant l'ADN avec le consentement des mamans, dès les années 1990, évidemment, on a regardé quels étaient les polluants fixés sur l'ADN. Alors, c'est une méthode un peu technique, dite de post-marquage au P32. Je ne vais pas être technique aujourd'hui, mais c'est une méthode qui nous a coûté beaucoup d'efforts et qui, avec le professeur Annie Leskovics, avec qui je travaillais, on a montré qu'il y avait plus de 400 polluants par cellule humaine de fœtus. Et alors, je me suis dit, mais par où prendre le bout des choses? Moi, je croyais que j'allais trouver peu de polluants, n'est-ce pas? Comme la plupart des gens
qui font des bisous à leur bébé qui vient de naître. Ils ont l'impression que c'est un tout petit corps tout neuf. Mais non, il y a déjà plus de 400 polluants sur l'ADN. Alors évidemment, ils ne rendent pas tous malades immédiatement, mais c'est des polluants à long terme. Quels sont ces polluants? Je me suis concentré sur les 10 premiers, les 10 plus importants pour le savoir. Et j'en ai trouvé 3 qui étaient brevetés par la société Monsanto. À l'époque, je ne le savais pas. Je l'ai découvert petit à petit en étudiant leur nature. Ce sont les dérivés du Roundup, donc le principal pesticide du monde qui est utilisé depuis les années 70. C'est les dioxines qu'ils avaient mis, cette société Monsanto, dans l'agent orange utilisé pour la guerre du Vietnam pour faire herbicide. Il a été rendu responsable de toutes ces anomalies d'enfants vietnamiens et autres. Et puis, il y a eu des grands procès aux États-Unis qui l'ont révélé, d'ailleurs de l'armée elle-même, qui a été obligée de la mettre. En fait, l'armée de l'air mettait ces produits sur les forêts pour essayer de voir les Vietnamiens qui se cachaient dans la végétation. Et en fait, il désherbait en plus, c'était un désherbant. C'est le fameux agent orange. Il y a des procès encore pour ça qui se tiennent, mais ça a été bien établi. Et donc, ça donne beaucoup de mutations. Et on a trouvé des dioxines, c'est-à-dire, c'est en fait des résidus de pétrole brûlés qui sont sur les gènes des fœtus de bébés. Alors au Vietnam, mais aussi c'était en France, au CHU de Caen, et évidemment, on en trouve encore dans toutes les formes de vie où on les a mesurées. Parce que quand on prend 1 kilogramme de chair vivante sur Terre, que ce soit des sauterelles, de l'herbe, des oiseaux, des rats, n'importe quoi, le sol, vous savez qu'il y a énormément d'espèces vivantes dans le sol, heureusement, dans les sols qui ne sont pas complètement morts, on va trouver les résidus de notre vie industrielle qui ont été surtout épandus après la Seconde Guerre mondiale, qui n'existaient pas en fait, qui n'étaient pas synthétisés par les firmes avant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des produits initialement de la guerre et par exemple, le Zyklon B, qui a servi à tuer dans les camps de concentration des nazis, qui a servi de gaz mortel, ça a été, après la guerre, le premier insecticide épandu dans les champs français, parce qu'il y a des nazis qui se sont dit, vous savez qu'il y a eu beaucoup de procès de nazis, si ça tue les gens, ça peut tuer les sauterelles. Il y a même des nazis qui ont eu le prix Nobel. Et donc, il y a énormément de ces produits qui sont aujourd'hui dans la biosphère parce qu'ils sont très rémanents, ils sont très durables. C'est le contraire du durable que l'on aimerait, c'est-à-dire qu'il dure longtemps. Et évidemment, ce sont des produits reconnus pour être cancérogènes et toxiques. Les 2 que j'ai cités, les résidus de Roundup, et je vais y revenir, et les dioxines, par exemple. Et puis, le 3e, c'était les PCB. Alors, peut-être que ça ne dit rien à certains. Ce sont des résidus qui permettent de faire des plastiques mous dans tous les plastiques de la planète. Vous achetez vos courses, vous jetez du plastique, même des cartons qui emballent les yaourts et qui sont de couleur, etc. Il y a des PCB dedans. Ce qui est sur les journaux pour pouvoir faire qu'on ne se salit plus les doigts et qu'il y a plein de... Vous savez, c'est le papier glacé des magazines ou même des journaux aujourd'hui et qui va un peu imperméabiliser ces feuilles qui font qu'elles ne vont pas être extrêmement pleines d'encre
eh bien, ce sont des PCB. Et puis, les PCB servent aussi dans tous les isolants électriques, tous les fils électriques de la planète. Ceux qui composent mon ordinateur, des fils électriques partout dans les maisons, sont évidemment avec des isolants. Ça aurait été idiot de ne pas les faire avec des isolants. Ça aurait été plein, évidemment, de, de court-circuit. Mais le plus idiot, encore plus idiot que le fait d'avoir fait avec des isolants, c'est ne pas avoir pensé à leur recyclage. C'est-à-dire qu'on aurait pu les commercialiser en obligeant le recyclage dès le départ, dans les années 60-70. Mais la société Monsanto a beaucoup milité, et puis d'autres ont beaucoup milité, parce qu'ils ont le brevet sur les PCB, pour que ça ne soit pas ainsi. Et donc, pour le faire, ils ont essayé de trouver des scientifiques véreux, parce qu'il y en a, à partir du moment où on les paye, qui vont cacher ou masquer la toxicité du produit, ou tout simplement pas être au courant. Il y a beaucoup de scientifiques innocents. Si vous prenez un mathématicien pour évaluer de la toxicologie, vous n'avez pas une grande expertise. Donc, tout cela va faire que, finalement, ces produits vont être commercialisés, mais pas qu'un peu, par des centaines de millions, voire de milliards de tonnes à travers la planète. Donc, ils sont rentrés dans toutes les formes de vie. Aujourd'hui, si vous vous touchez là, vous touchez le sein d'une femme ou d'un homme, ben vous verrez que, en fait, c'est pas que ça soit plastifié, mais il y a toujours à l'intérieur des cellules, je vous ai dit sur les gènes de bébé déjà, des PCB. Et donc, c'est dans toutes les formes de vie, pas seulement chez les humains. Et ça contribue à beaucoup intoxiquer la biosphère, les espèces vivantes. Alors, j'ai fondé une association qui s'appelle Secret Toxique, donc vous voyez le site internet là, secrettoxique.com, qui... Ça défile pas les diapositives. On est toujours sur la diapositive du bébé. Oui, voilà. Je vais vous parler d'exemples que j'ai vécus du pétrole dans les pesticides et ils vont créer l'effet du Roundup. Et je vais parler des autres pesticides et des OGM aussi. Et vous voyez le site internet www.secrettoxique.com. Cela, il est traduit d'ailleurs, ce site internet. Vous pouvez avoir accès à plusieurs langues. Et cela permet de montrer qu'il y a beaucoup d'associations, 80 associations, qui se sont réunies suite à mes travaux pour parler notamment des problèmes du Roundup et des pesticides, mais aussi de la malhonnêteté des agences ou des lobbies qui n'appliquent pas la loi. Parce qu'on a droit à un environnement sain, mais il y a plus précis. La loi n'est pas toujours suivie. Je vais vous raconter ça. Alors, on trouve sur les gènes de bébé, je vous ai dit, des résidus de gaz de moteur. C'est-à-dire qu'au début, je croyais que c'était surtout des résidus de gaz de moteur. Et puis, c'est vrai qu'il y en a. Mais, je vous l'ai dit, il y a des dioxines qui viennent du pétrole, ce sont du pétrole brûlé ou du plastique brûlé, et qui sont mises dans l'agent orange de Monsanto. Il y a des pesticides qui, eux, sont brevetés par les firmes et des résidus industriels. Donc dès 1984, je me suis intéressé aux recherches sur les effets de la pollution alimentaire sur la santé. C'est par ce biais que je suis entré dans ce sujet. Et en 1991, j'ai réussi le professorat et j'ai commencé à enseigner les OGM. Alors, j'ai demandé tout simplement les dossiers de validation des OGM pour être précis pour les étudiants. Et je me suis fait répondre un refus pour motif de secret industriel. Et en 1998, je suis devenu conseiller de ministre. Je vous ai dit, j'en ai progressivement, je conseillais le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement ou de l'Écologie, selon les noms à l'époque.
en même temps, je continuais mes activités de chercheur, je continuais à enseigner. Et en 2005, j'ai fait moi-même une étude sur la toxicité du Roundup parce que la compagnie ne voulait pas le faire. La compagnie Monsanto ne voulait pas le faire. Quand j'étais conseiller pour les ministres, je leur demandais de le faire. Et pendant longtemps, le système a patiné, c'est-à-dire ils ne répondaient pas, et puis ils répondaient qu'ils allaient le faire, et puis on était content, et puis ils ne le faisaient pas. Et, et donc, j'ai fait moi-même, en fait, ces études qui manquaient, et j'en ai fait une in vivo, qui est l'étape finale avant de valider commercialement un produit, avec les normes des multinationales, avec les normes en vigueur. Et c'est là que petit à petit, j'ai remarqué que non seulement les firmes ne le faisaient pas avec le produit qu'elles commercialisaient, mais qu'elles cachaient, elles disaient, on va faire avec le principe actif du pesticide, par exemple, et qui ne représentait que, pour le Roundup, par exemple, 40% est représenté par le glyphosate. Donc, ils ne faisaient le test qu'avec le glyphosate, c'est-à-dire qu'avec une partie du produit commercialisé. Et donc, j'ai voulu faire le test avec tout le produit commercialisé, et j'ai été le premier à le faire dans le monde. Et j'ai continué pendant ce temps à demander en justice les données brutes des OGM. Et c'est en 2012 que j'ai réussi à terminer, parce que c'était une étude à long terme. Donc, ça m'a pris 3 ans à réunir tous les fonds. J'ai fait un gros crowdfunding international et avec des bonnes volontés qui voulaient financer l'étude. Et j'ai réussi à publier cette étude. Mais alors, Monsanto et des pouvoirs publics, les États-Unis par exemple, parce qu'en fait, ils avaient validé des produits, se sont vraiment rebellés. Et au lieu de s'incliner et d'interdire le produit, elles m'ont traité de fraudeur. Et c'est là que, pour conserver mon métier, mais aussi pour que le monde entier le sache et simplement ne mette pas sous cape le problème, eh bien, j'ai fait des procès en diffamation que a décrit Émilie Gaillard. J'ai fait 7 procès en diffamation et j'en ai 3 autres le 1er septembre. Je vous expliquerai dans les questions si vous voulez ensuite. Mais c'est sur mon site internet, c'est possible de le voir. Pendant tout ce temps, j'ai continué, ça me semblait logique, de demander les données publiques de toxicologie de ces firmes pour montrer qu'elles étaient insanes, qu'elles étaient ineptes, qu'elles étaient insuffisantes. Et finalement, aux États-Unis, parce qu'il y a eu des avocats qui se sont réveillés en défendant des gens qui avaient des cancers et qui disaient qu'elles étaient malades à cause du Roundup. Le premier, c'est un jardinier qui s'appelle Dwayne Johnson, et puis il y en a eu 100 000. Ils se sont mobilisés pour dire, mais comment est-ce qu'on peut prouver que le produit donne le cancer? Et je leur ai dit, non, non, il faut des tests pour ça, mais c'est très long, très coûteux. Plutôt que de refaire ce que doit faire la réglementation, demandez-leur ce qu'ils ont fait, demandez-leur leurs études. Et alors, ils n'ont pas fait dans le détail, ils ont demandé toutes les données de la firme. Alors, c'est déjà arrivé aussi pour le téflon, enfin les poils en téfal, etc. Il y a des films même qui ont été faits pour les PCB, etc. Et non seulement ça a été fait, mais les journalistes, dans le cas du Roundup, c'est historique au niveau juridique, ont obtenu 3 millions de pages de la société Monsanto, qui finalement aussi, pour les noyer, a amené tous ces mails internes, toutes ces communications internes, tous ces mails, toutes les données qu'elle avait, pensant que personne n'irait voir dans le détail. Mais on est à l'ère finalement de l'informatisation, on a tout informatisé.
Et on était voir, c'est là qu'on a découvert que j'y étais cité 56 000 fois. Alors, c'est pas tant qu'il y a 56 000 fois mon nom, parce qu'il m'appelle aussi des fois autrement, c'est beaucoup plus. Mais c'est parce que, par des mots d'oiseaux, vous voyez, mais c'est parce que, en fait, en ayant accès à leurs données, on se rend compte leur stratégie. Ils ne laissent pas une place au hasard dans les femmes et les hommes politiques, dans les actions au niveau juridique, dans les commissions internationales. Ils vont jusqu'à payer ou frauder pour que des scientifiques soient payés. Il y en a un qui est célèbre, qui est le fameux Henry Miller, c'est pas l'acteur, hein, mais qui a été filmé dans Envoyé spécial, qui justement fait du ghostwriting, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Monsanto qui lui écrit ces articles et il les fait publier par des journaux. Alors, ça permet que la firme ne signe pas en son nom, parce qu'elle dirait, après tout, moi j'ai bien fait mon travail et j'ai un bon produit, je le pense, et voilà. Bon, on vérifierait peut-être, mais ça semblerait naturel. Non, ils ne font pas ça. Ils demandent à des scientifiques, à des politiques de le faire. Donc, ils ne font jamais, eux, une apparition publique de leurs écrits, mais c'est écrit sous le nom d'autres personnes. Donc, sous le nom d'Henry Miller, on a trouvé puis rétracté dans le magazine Forbes des articles, y compris contre moi. Le magazine Forbes, c'est le magazine pour milliardaires américains, parce qu'ils influencent ainsi les gens qui ont de l'argent et surtout les grandes entreprises qui gèrent les fonds de pension des Américains, parce que ça passe évidemment par les fonds publics. Donc, ils vont gérer dans les commissions des fonds de pension, etc. Enfin, ils vont gérer. Ils vont frauder dans ces endroits-là pour raconter des mensonges. Et les forces sont nombreuses. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les humains? Ben, les humains, depuis les années 50, ils ont des maladies hormonales qui augmentent, des maladies nerveuses. On meurt aujourd'hui presque dans chaque famille de maladies hormonales ou nerveuses, de augmentation, de diminution du sperme, de la fertilité, d'anomalies, d'augmentation des cancers et des maladies immunitaires. Tout cela, elle l'a dit, Émilie Gaillard, dans son introduction. Et il n'y a pas, vous voyez, d'échelle, parce que ça serait trop compliqué pour les différentes maladies, mais ces tendances-là ne peuvent pas être niées. Et quand on prend les maladies une par une, alors c'est ce qu'ils ont fait, les lobbies, ils vont vous dire, ben, pour le cancer, c'est le tabac. Et ça va avec la consommation du tabac. Oui, mais ils ne vous disent pas que ce fameux Henry Miller a été à la tête d'une commission qui a autorisé plus de 150 cancérogènes dans le tabac. Et que le tabac naturel est bien moins cancérogène et bien moins toxique que le tabac qu'on garde dans des cigarettes dans la poche, qui lui est cancérogène parce qu'il y a des détergents qui ont été rajoutés. Alors, c'est un peu la même chose que dans les pesticides. Ces détergents, ces produits sont à base de pétrole, en fait, parce que ce sont des conservateurs qui tuent la vie, qui sont toxiques pour la vie, mais qui vont conserver. Et ces produits sont très répandus dans le commerce international, même dans les plastiques. Il y a ces produits, ces détergents ou ces résidus de pétrole. Il y a aussi des métaux lourds, parce que dans le pétrole, il y a des métaux lourds. Alors, pour vous donner un exemple, dans le serpent de mer, les POA, ce sont des adjuvants du Roundup, le principal pesticide du monde, c'est-à-dire des produits non déclarés qui sont dans le Roundup. En 2002 déjà, Donna Farmer, alors chef de toxicologie de Monsanto, qui commercialisait ce Roundup, je vous rappelle le produit qui a été incriminé dans le procès
dans les procès aux États-Unis contre 100 000 personnes, finalement, Bayer, qui a racheté Monsanto, a dû payer 10 milliards, mais apparemment, c'est rien pour eux, parce qu'ils ont eu des subventions beaucoup plus grandes par les États. Et William Hayden, son technicien, enfin son chef aussi de laboratoire de toxicologie, échange. Et il dit, le point intéressant est que le glyphosate seul n'a pas les effets du produit formulé, c'est-à-dire du Roundup. Et cela pointe le rôle des coformulants, c'est-à-dire des produits cachés, ou des surfactants, parce qu'on leur donne des tas de noms. Alors, c'est Donna Farmer qui dit ça, et réponse de Hayden, on est plutôt bien avec le glyphosate dans les tests donc qu'il faisait, mais vulnérable avec les surfactants, c'est-à-dire il savait que c'était cancérogène déjà en 2002. Le glyphosate est OK, mais les produits formulés, c'est-à-dire les produits tels qu'ils sont vendus ou utilisés par les agriculteurs, il n'y a pas d'autres pesticides que formulés, eh bien, causent des dommages. Et quand on va plus loin, on va savoir lesquels ils sont, c'est sur l'ADN notamment. Alors, on a ça dans les Monsanto Papers, par exemple, dans les 3 millions de pages, en plus des 56 000 citations qui expliquent comment ils m'ont diffamé, comment ils ont lutté contre moi. Alors, on pourrait penser que je suis un cas unique, mais non. C'est-à-dire qu'ils diffament tous les scientifiques qui trouvent des problèmes sur un produit ou un autre. Eux ou les autres multinationales, les autres 8 multinationales qu'on connaît. Je crois franchement que une des solutions aujourd'hui des États, ça serait tout simplement d'interdire les compagnies au-delà d'une certaine taille, c'est-à-dire au-delà de la taille des États-nations. C'est d'interdire des regroupements. Mais ça, on n'aura plus assez de force politique pour le faire. Mais si on le faisait, ben, ça permettrait un meilleur contrôle déjà du système. Mais il n'y a pas que ça comme solution. Il y a d'exiger leur transparence. Parce que pour l'instant, ça, par exemple, je ne l'ai appris qu'en 2016, quand j'ai demandé les Monsanto Papers, c'est-à-dire avec les avocats américains, les données secrètes de la société Monsanto. Et je ne l'ai appris qu'en 2016 parce que toutes les données étaient confidentielles. Et encore aujourd'hui, quand un nouveau produit est commercialisé, ces données sont confidentielles. Alors pourquoi? Eh bien, je vous ai tout à l'heure parlé de la Seconde Guerre mondiale, ça date de cette époque. Vous savez qu'on a fait les grands consortiums, on ne fera plus jamais ces guerres, on a mis en place les droits de l'homme, l'UNESCO, etc. Ah ben très bien. Et les firmes ont dit, les États étaient à genoux au niveau économique. Et les firmes ont dit, mais on va vous les faire, les tests, que vous n'avez pas l'argent pour faire pour les produits à commercialiser, parce que c'est notre job, après tout. Et puis les États disaient, ben, ce n'est pas à nous à contrôler les produits que vous faites, on veut que vous les contrôliez. Et dit d'accord, mais ils ont dit d'accord, mais ça sera confidentiel, parce que vous comprenez, si une autre petite entreprise venait à voir le jour, elle se servirait de nos résultats et de nos tests pour breveter les mêmes. Alors, c'est pas vrai, ils étaient protégés de 1000 manières. Mais enfin, ils ont raconté ça, ce qui a permis de maintenir le secret de confidentialité sur des analyses de sang de rat, par exemple, pour les PCB, pour les dioxydes, pour les pesticides, pour le Roundup et puis pour tous les autres pesticides de la planète. Et ça, c'est complètement anormal. Les juristes, souvent, ne le réalisent pas et c'est fort dommageable que sous couvert de secret d'entreprise, on met les tests de toxicologie qui servent à valider. Pourquoi? Parce que ces tests de toxicologie, c'est pas tant que s'ils étaient publics, d'abord, tous les scientifiques ou tous les étudiants de la planète pourraient y avoir accès. Vous savez qu'aujourd'hui, on invente des tests de toxicologie pour des étudiants en statistique, par exemple. On invente des résultats pour qu'ils s'entraînent à faire des statistiques. Alors qu'ils
il suffirait, on a suffisamment de produits, de prendre un produit quelconque sur Internet. Non, ces produits sont protégés par 1000 clés et codes secrets qui sont disponibles seulement à un petit nombre d'experts. Et dans ce petit nombre d'experts, parce que le produit, par exemple, le Roundup, c'est le glyphosate qui va être autorisé en 1973 aux États-Unis. Et après, les commissions internationales, il y en a peu aussi, elles se font confiance les unes les autres, ou elles disent qu'elles se font confiance, elles ont peu de moyens, elles ne peuvent pas refaire les tests parce que ça coûte cher. Par exemple, ça coûte plus de 3 ou 4 millions d'euros par produit. Donc, ça ne se fait pas. Et c'est complètement anormal. Et non seulement ça, mais les firmes ont décidé que ça serait confidentiel et les États ont suivi. Parce que les politiques ont aussi besoin de ces firmes et de leur argent pour se faire élire, réélire, etc. Alors, moi, j'étais dans l'innocence. Depuis les années 2005, j'ai publié toute une série, scientifiquement dans des journaux, toute une série d'articles montrant la toxicité de ces produits, dont vous avez là la liste commençante. Et figurez-vous que dans les Monsanto Papers, chaque fois, j'ai trouvé comment ils agissaient, en essayant de retarder mes publications, en essayant de nommer ce qu'on appelle des référis, c'est-à-dire des reviewers, de faire nommer, de compenser, par exemple, la perte. Les journaux scientifiques ne sont pas très rentables. Donc, de compenser la perte d'un journal scientifique, de compenser financièrement un journal scientifique. Après, ils ont accès à ces reviewers et puis à ces relecteurs, si vous voulez. Et alors, ils vont placer des reviewers ou des relecteurs à eux, mais qui font les innocents, qui font les scientifiques. Et souvent, ce sont des scientifiques qui ont servi dans les commissions dans lesquelles ils ont autorisé le produit. Alors, du coup, c'est des conflits. Mais on commence par les connaître. Bon, ils sont renouvelés souvent. Alors, j'ai étudié dans le détail le mécanisme d'action de ces produits et je l'ai compris petit à petit. Par exemple, ça, c'est le premier article que j'ai publié en 2005 dans lequel on a trouvé les réactions de Monsanto dans les Monsanto Papers et tout ce qu'ils avaient fait. Donc, le journal qui m'a publié, qui était un excellent journal, il va me demander de ne plus publier dans la revue parce que ça leur a causé trop de problèmes politiques et financiers de me publier. Notamment parce qu'ils ont eu énormément de pression de lobby. Et l'entreprise, elle a décortiqué mon article pour essayer de retarder au maximum sa publication, ce qui ne s'est pas produit. On arrive quand même à publier, mais avec difficulté quand on publie sur un produit commercial. Et on a décortiqué leur stratégie au fil des années. Et en fait, leur stratégie passe par un point essentiel. Maintenir la confusion publique, ministérielle, des États, etc., des gens, entre le glyphosate et le Roundup. Ils vont même jusqu'à appeler le Roundup, le sol utilisé, ou les Roundup, ou les herbicides à base de glyphosate, ils les appellent glyphosate. Alors, pour vous donner un exemple, il y a plus de 800 formulations, c'est-à-dire 800 types de bouteilles dans différents pays, même dans ce même pays, de Roundup. Et il y en a qui s'appellent, en Amérique du Sud, glyphosate. Donc, comme ça, c'est confus, parce que tous les Américains du Sud, qui sont malades même de l'épandage de ces produits par hélicoptère au-dessus des champs de soja transgénique, parce que c'est le principal herbicide du soja transgénique, qui est la principale nourriture des bêtes en milieu fermé dans les comptes de concentration que sont les élevages intensifs. Et ils vont
on va retrouver bien sûr du Roundup dans la chair des poulets d'à bas prix. Et bien sûr, ils vont se battre pour faire croire que c'est du glyphosate et que c'est du glyphosate que vient la toxicité. Au départ, ils avaient même breveté le glyphosate comme un détergent. Donc, ils vont jeter la confusion en permanence pour dire, ben, voilà. Et aujourd'hui encore, le journal Le Monde, par exemple, parle du glyphosate comme un herbicide. Il commence et il finit ses articles sur le glyphosate, herbicide, il termine. Et là encore, Macron parle du renouvellement de l'herbicide glyphosate. Et avec lui, je vous ai dit, ça ne fait que 40% de ce qui est dans la bouteille. Ben, le reste, ce n'est pas de l'eau bénite. C'est tout simplement, il y a de l'arsenic, il y a du pétrole, mais ce n'est pas déclaré. Et en fait, non seulement les firmes ont milité pour avoir le secret industriel sur les tests qu'elles faisaient, alors il y a une liste de to-do, de choses à faire, mais les résultats du détail, on ne les a pas, mais elles vont militer aussi pour garder une part du secret sur la composition du produit, parce que soi-disant, elles ne veulent pas, comme pour le Coca-Cola, soi-disant, elles ne veulent pas qu'une autre firme refasse à peu près la même chose. Et grâce à ces doubles ou triples secrets, toujours, on ne sait jamais comment c'est fait, comment ça marche, et donc, quelle est sa toxicité. Mais il y a énormément de publications scientifiques maintenant qui montrent les effets secondaires sur les humains, sur les animaux, sur différentes espèces qui sont très graves. Alors, Monsanto déjà a lutté beaucoup, ils vont dans le détail, jusqu'à lutter, parce que j'ai montré la différence entre le glyphosate et le Roundup dès 2005. Mais je ne savais pas, pour les Monsanto Papers à cette époque, je l'ai su qu'après 2016. Et donc, c'était pour moi une surprise. J'étais innocent. J'ai vu que le glyphosate, la courbe bleue, n'était pas toxique jusqu'aux doses agricoles, donc un peu ce que raconte Monsanto, mais que le Roundup l'était beaucoup plus, jusqu'à 100 000 fois plus. Et donc, jusqu'à 100 000 fois plus, dans différents modèles. Je l'ai confirmé dans une dizaine de types de cellules, y compris les cellules de bébés humains, les cellules de fœtus humains. Et alors, je me suis dit, ben, si ce n'est pas le glyphosate, c'est quoi alors qui crée la toxicité? Et j'ai étudié jusqu'au bout le c'était quoi. Alors, Monsanto déclare le glyphosate comme ingrédient actif et le principe actif. Et répéter cela, c'est jouer leur jeu, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'eux qui vérifient. Alors, on a découvert ce qu'il y avait dans le Roundup à part le glyphosate. D'abord, le Roundup est au moins 1000 fois plus toxique que le glyphosate, jusqu'à 100 000 fois selon le type de cellule, selon le modèle d'espèce. Et ce sont des résidus de pétrole et de métaux lourds comme l'arsenic, fortement interdit, fortement connu comme étant cancérogène. Mais il y a de l'eau aussi dans les 40%. Il y a des détergents. Pour solubiliser tout ça, pour mélanger tout ça, c'est leur secret professionnel. Alors, les scientifiques, quand ils se demandent quelle serait finalement la preuve que les maladies viennent de la pollution, ils parlent d'épidémiologie. Mais l'épidémiologie n'est pas faite avec les bons produits. C'est-à-dire, évidemment, quand il y a des cancers sur le terrain, comme avec le jardinier de Wayne Johnson dont j'ai parlé, on va voir son cancer, on sait qu'il a utilisé du Roundup. C'est pour ça que les avocats américains ont gagné, c'est parce qu'ils ont dit, ben, en fait, Brent Wisner, le principal avocat américain de la firme du cabinet Baum & Lund, qui a gagné,
commençait ses conférences comme les miennes, c'est-à-dire, il disait glyphosate, what else? Un peu comme on dit pour le Nescafé. Et ça faisait rire les juges, mais quoi d'autre que le glyphosate dans le Roundup? C'était ça que ça voulait dire. Et donc, la démonstration petit à petit du fait qu'il y avait un mauvais étiquetage, parce que c'était le produit, l'ensemble du produit n'était pas dit et pas connu, et que ça donnait des cancers, a été fait petit à petit. C'est pour ça que Monsanto et Bayer ont dû payer 10 milliards à 100 000 patients. Et que ce n'est pas fini parce qu'il y en a 25 000 qui n'ont pas voulu signer cet accord. Donc, l'épidémiologie est très souvent utilisée. Elle n'est pas valable pour les cas individuels. Et l'épidémiologie est très insuffisante parce que on est en fait exposé à toute une communauté de polluants. Et là-dedans, on essaye de trouver un responsable. Parce qu'on est avec le vieux principe de Paracel, c'est la dose qui fait le poison, en disant, ben, il y en a un qui est plus toxique que les autres dans le mélange. Et quand on fait un mélange avec des produits toxiques, en fait, non. Alors, le glyphosate est beaucoup moins toxique que les résidus de pétrole et que l'arsenic. Mais il est mélangé avec, ce qui permet d'avoir une toxicité 1000 fois plus forte. Mais elle n'est pas connue parce que pour commercialiser son produit, Monsanto va tester le glyphosate seul purifié. C'est la fraude. Et elle va donner ces tests aux scientifiques, aux commissions, aux États, aux nations. Et évidemment, il va y avoir des débats. Oui, mais moi, j'ai vu tel effet sur la population, ou sur les insectes, ou sur les gens, ou sur les daphnies, ou sur les poissons. Et Monsanto dit non, regardez mon test. Non, 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 c'est pas ça, c'est autre chose. Sauf qu'ils ne disent pas que le autre chose, c'est eux-mêmes qui l'ont mis. Alors après, on va se demander pourquoi ils mettent autre chose. Eh bien, je vais vous révéler les choses petit à petit, mais en fait, ce sont des déchets du pétrole et de la distillation du pétrole, et ces firmes sont entre elles main dans la main avec les grandes firmes de pétrole qui dirigent le monde. Si vous écoutez la dernière conférence de Al Gore, vous disais-je, TEDx, vous la trouvez sur Internet, il explique le poids des lobbies pétroliers qui ont plus de représentants dans les conférences internationales que les États-nations. Et c'est par cette espèce de fraude, ce mélange que les forces politiques, juridiques et scientifiques sont contraires à la paix dans la biosphère, que nous pourrions avoir. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait avoir une vie saine. Certainement pas avec une agriculture intensive comme nous avons qui dévaste le monde. Elle est responsable de 30%, dit le GIEC, la grande conférence internationale, vous savez, tous les scientifiques, de 30% des effets climatiques parce qu'on utilise énormément de pétrole pour faire des grands champs de blé, des grands champs de soja qu'on va ensuite importer parce que c'est le système d'échange économique, etc. Donc, toute l'économie s'est basée petit à petit sur le pétrole, l'énergie aussi, les voitures, etc. Et l'alimentation, donc, puisque l'agriculture, les grands champs de pétrole, les grands champs de soja ou de blé sont irrigués par du pétrole dans les pesticides et aussi les camions, les tracteurs qui répondent aux produits ou les avions, parce qu'aux États-Unis, c'est fait par avion. Donc, on arrive à savoir tout ce qui se passe en ayant un faisceau de preuves et certains vont dire, ah ben, il faut un principe de précaution actif, mais on en est très loin. On en est très loin parce qu'on a toutes les preuves et on a toutes les solutions, mais on a un système
disons, économico-juridique et scientifique qui sert à une minorité de multinationales qui dirigent l'économie du monde et des États-nations et qui dirigent donc les politiques du monde. Donc, ça va être très difficile, mais on a des moyens de mettre le pied entre deux portes, de coincer le système aujourd'hui, parce qu'on le sait, parce qu'on a suffisamment de papers, les Panama Papers, les papers dans le monde, les Monsanto Papers, c'est le cas le plus gigantesque récent, mais on en a plein d'autres qui nous montrent comment ils agissent et comment ils fraudent. Et chaque fois, on met en évidence, et c'est pour ça qu'il y a eu 10 milliards qui ont été payés par Bayer, c'est parce que la fraude a été mise en évidence. Sauf qu'ils continuent à ne pas l'admettre. Donc, on peut se demander quelle serait la preuve d'une pathologie environnementale. Eh bien, la preuve qu'on l'a, la compréhension des mécanismes d'effet, par exemple, ce que fait le pétrole dans l'aliment, ce que ça fait sur les cellules, sur les animaux de laboratoire, sur les animaux de ferme et sauvages, la perte de la biodiversité, et les cas humains, comme Dwayne Johnson et les 100 000 autres patients qui ont gagné dans le cas du Roundup. Alors, j'ai analysé ces produits. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. C'est une question scientifique où on va voir toutes les molécules présentes dans le mélange. Et vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est que c'est une courbe de Gauss et que ce sont finalement, chaque trait vertical représente une molécule, que finalement, ça représente un doux mélange de n'importe quoi. Et on a identifié ce n'importe quoi, et donc, ils mettent des ordures de pétrole. Ils mettent pas, c'est pas un produit de mélange bien précis. En fait, tout le temps, on distille du pétrole pour nos moteurs. Et il y a dans ces grandes colonnes que vous voyez un peu partout, dans ces grandes colonnes de distillation, il y a des produits intermédiaires ou des produits résiduels. Et comme ils appliquent la règle commerciale, le bénéfice est dans le fond du panier, ils vont commercialiser ces produits, alors qu'ils sont des mélanges de différents produits pétroliers, mais qui ont de très bons effets détergents. Ça sert à nettoyer les rues. Ça sert même de cosmétique non biodégradable. Les femmes s'en sont mis sur le visage, sur les lèvres, pendant des décennies. Aujourd'hui, il y a un peu plus de produits biodégradables qui sont vendus, naturels. Mais ça a été toute l'après-guerre, en fait. Mais parce que ces produits, comme les PCB, ils ont été autorisés un jour par une commission. Alors, je vous dis, on a trouvé pour Monsanto, la commission, il y a eu des procès pour les PCB aussi, et figurez-vous que les fraudes ont été avérées, c'est-à-dire qu'ils ont même inventé les rats ont même été changés, etc., dans les tests, soi-disant, parce que c'est les firmes qui sont responsables des tests qu'elles donnent. Mais elles ne le disent pas. Et c'est là qu'elles fraudent. Et il y a même quelqu'un du service de toxicologie de Monsanto qui a été en prison parce que il a travaillé aussi pour le sous-laboratoire, parce qu'il sous-traite, qui fait les tests des PCB, et il a été en prison parce qu'il a avoué qu'il avait tout inventé. Mais, alors c'est important parce que si la petite commission en question dans le pays, aux États-Unis, dit « Ah ben, le produit ne présente aucun risque », ben, il n'y aura jamais de recyclage, il n'y aura jamais d'imposition de faire attention à l'utilisation du produit, de mettre ni un masque ni des gants au début. Et malgré le fait qu'il y ait des firmes
de gens qui ont des cancers qui fabriquent ce produit, de Monsanto d'ailleurs aussi, et des médecins du travail qui sont tenus au secret professionnel et qui dépendent plus ou moins des firmes. Donc on est dans un système vraiment vicieux, complètement vicieux. Et les gens disent, ah ben, écoutez, on n'avait pas vu qu'il y avait ces résultats issus du pétrole. Et Monsanto ne le donne pas parce qu'ils ont admis depuis la guerre, vous savez, Mobile existait au moment de la Seconde Guerre mondiale, ils ont même mis au point les armements, les produits toxiques, les produits chimiques. L'association entre Monsanto et Bayer, il existait déjà à ce moment-là. Et cette association faisait que, eh bien, c'était eux qui faisaient les tests et c'est eux qui ont dit on fera les tests et voilà. Et puis, il y avait des nazis qui étaient extrêmement pervers. Donc, on se trouve avec des formulants. Alors, Monsanto va les appeler aujourd'hui des adjuvants, des coformulants, des diluants, des dispersants, même dans toutes les langues, des émulsifiants, des humectants, des mouillants. Elle va changer de nom sans cesse pour ne pas dire ce qu'elle utilise. Et elle dit juste ça dilue le produit. Et en fait, c'est les résidus de pétrole qui sont huileux et qui permettent la dilution. Même si vous en mettez 1% dans le produit, vous avez la dilution du glyphosate qui est plus simple. Et ce n'est pas tellement pour permettre sa pénétration dans les cellules, parce qu'on a mesuré au niveau radioactif, le glyphosate pénètre très bien, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas ces adjuvants, CPOEA par exemple. Ce sont des petits noms d'oiseaux qu'il ne faut pas retenir, qui sont les noms techniques de ces produits avec le glyphosate. Eh bien, on va se rendre compte que ces formulants, et alors on l'a fait dire aux agences européennes, aux agences américaines, ne sont jamais testés eux-mêmes. Donc, la firme va en mettre un petit peu avec le pesticide. C'est ça qui va faire la toxicité et c'est ça qui ne va pas être déclaré, c'est ça qui ne va pas être testé. Alors qu'elle va avoir les tests du glyphosate purifié, elle va dire, regardez, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Donc, la commission va plaider pour que le produit soit safe, soit sécuritaire, soit commercialisé, et on ne va pas imposer son recyclage ou des problèmes, et les politiques vont jurer que il peut être sécuritaire, comme le font aujourd'hui les politiques au pouvoir. Bon, ils répètent ce que disent les firmes. Et c'est secret industriel d'avoir accès à ces tests, alors que tous les étudiants de toxicologie, pourraient y avoir accès de statistiques. Par exemple, une autre chose qu'on trouve dans les Monsanto Papers, alors il s'appelle, Mongli, le numéro, vous voyez, ce n'est pas un numéro de produit chimique, c'est le numéro du Monsanto Papers. Bon, il y a un nom d'oiseau, c'est un produit qui s'appelle l'alkylamido-diméthylpropylamine, bon, peu importe. C'est un dérivé pétrolier. Et il est connu pour être toxique pour les enfants, et Monsanto le savait depuis 1999. Mais bon, voilà, ça se passe comme ça, parce que tout ça est couvert plus ou moins par le secret, etc. Parce que ça n'a été révélé que dans les Monsanto Papers, alors qu'ils le savaient, eux, depuis 1999. Est-ce que ce que je vous dis, c'est vrai pour d'autres pesticides? Alors, petit à petit, je l'ai vérifié. Par exemple, on parle des néonicotinoïdes, beaucoup qui luttent contre les abeilles, enfin qui tuent les abeilles. On parle, ou qui sont des neurotoxiques. On parle d'autres, des fongicides. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la formulation, c'est-à-dire le produit formulé, ce n'est pas un médicament, c'est un produit qui va être beaucoup plus toxique que le principe actif. Et ça va permettre
bien sûr, de le diluer, mais ça va surtout permettre la toxicité. Et on va le démontrer. On va le démontrer. Vous voyez la différence. Ça, c'est le produit purifié, celui que va utiliser, par exemple, là, c'est le Roundup Monsanto. Il n'y a quasiment pas de toxicité, donc il montre des courbes qui sont vraies. Et puis, ce produit en rouge, c'est le produit tel qu'il est vendu, qui n'est jamais testé. Et les agences, dont l'EFSA, nous l'a encore précisé récemment, ils n'ont pas exigé ces tests-là. Et la bonne nouvelle, c'est que la loi, la Cour de justice de l'Union européenne, il y a un avocat qui l'a fait dire à la Cour de justice de l'Union européenne, il faut les tester, il faut tester le produit tel qu'il existe dans la bouteille. Il ne faut pas tester le glyphosate, qui est un produit purifié vendu simplement aux chimistes. Il faut tester le produit qui va être répandu. Et les gens croient que c'est ça, mais non, c'est pas ça. Et ce n'est pas respecté par les agences sanitaires. Autrement dit, je suis en train de vous dire, en d'autres termes, de manière toute simple, de manière toute calme, que les agences sanitaires ne servent à rien. Parce qu'elles sont trop noyautées par les lobbies de bout en bout, parce qu'elles n'exigent pas de tester le produit dans son entièreté. Et c'est pour ça que 80 associations, dont des associations internationales, Pan-Europe Pesticides, etc., appuient la demande de Secret Toxiques de faire ces tests. Alors, pour beaucoup de pesticides, c'est trop tard, mais au moins pour les nouveaux, l'obliger. Mais à ce jour, c'est écrit dans la loi interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne au 1er octobre 2019. C'est l'avocat Guillaume Tumrel qui a obtenu ça. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait, des produits sont autorisés, y compris le glyphosate. Et pourquoi? Parce que l'agence sanitaire ou Monsanto va vous dire « Ah mais attendez, j'ai plus de 450 produits commerciaux à commercialiser. Je ne vais pas tester les 450, c'est trop cher, c'est impossible. Je vais tester que le glyphosate. » Du coup, c'est là qu'est la fraude. En fait, on pourrait leur dire « Mais vous n'allez pas tester les 450, vous allez en tester un. Et puis, si ça passe les tests, eh ben, on verra pour le deuxième. » Mais non, personne n'exige ça. Il n'y a pas assez de courage politique. Alors, un des ministres que j'ai conseillé avait ce courage, il s'appelait Nicolas Hulot, il était soi-disant ministre d'État après le Premier ministre en France, à un moment donné, mais il a sauté quelques jours après, ils ont sorti un dossier noir sur lui et il a arrêté sa vie politique. Il n'avait pas découvert que ça, mais c'était impossible. Alors, vous voyez, on voit toujours la même différence entre, par exemple, le Confidor, un néonicotinoïde, imidaclopride, de son nom scientifique, la molécule. Ben, la molécule toute seule, c'est en noir. Effectivement, elle n'est pas si toxique pour les cellules humaines et pour les abeilles. Et le produit, il est énormément plus toxique en rouge. Vous voyez, près de 1000 fois. Et pour autant, ce n'est pas le produit testé en rouge. Donc, on a découvert leur façon de faire. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Les forces politiques, scientifiques, juridiques contraires ». Parce qu'ils payent des avocats, parce qu'ils font du blocage au niveau politique, au niveau scientifique dans ces commissions de quelques gens véreux, ou pas, où il y a quelques gens honnêtes, mais qui ne savent pas tout, et dans les forces politiques, juridiques et autres contraires, les lobbies sont très présents, et en fait, ils font l'économie du monde. Quand on passe une loi qui semble être pour l'intérêt général, derrière, ces applications n'ont pas effet. Alors, il faut s'en occuper beaucoup.
j'ai été victime de cela pour une étude à long terme sur le Roundup qui démontrait les effets. Et comme après coup, le rédacteur en chef a eu un contrat qu'on a révélé dans les Monsanto Papers avec Monsanto, alors qu'il jurait par ses grands dieux indépendance, eh bien, il a rétracté mon étude auparavant, et puis on l'a republiée ailleurs quand même. Donc on arrive à dire ce qu'on veut au niveau scientifique, mais ça fait une telle confusion pour le public qu'en fait, c'est difficilement compréhensible. Voilà les tumeurs qu'on obtient avec le Roundup ou avec les OGM qui sont finalement des éponges à Roundup. On les a modifiées pour ça. Ce sont des plantes modifiées au niveau génétique pour contenir du Roundup. Et on ne le sait pas assez, mais 99% d'entre elles contiennent du Roundup ou un autre pesticide, par exemple pour le maïs BT, peu importe. En fait, ce sont des éponges à pesticides et on ne le sait pas assez. Et même maintenant, les nouveaux OGM dont on parle, c'est ça leur caractéristique essentielle. Ils veulent faire passer les pesticides par ce biais frauduleux, en fait, mensonger, en disant que la moitié des choses. Voilà, alors on a découvert aussi, vous savez qu'on s'est battu longtemps pour savoir quels étaient les produits qu'on appelle perturbateurs endocriniens ou perturbateurs hormonaux. Si bien que l'agence américaine a fait une liste de 177 perturbateurs hormonaux qui est minime par rapport à ce qu'on sait. Mais bon, elle a commencé par une liste de 177 perturbateurs hormonaux. Alors, j'ai regardé dans une publication, dans des publications, dans les 177 x 5 publications, leurs propriétés. Et je découvre qu'ils sont tous des perturbateurs nerveux aussi, et qu'on n'en tient pas compte, mais qu'ils sont capables de donner un Alzheimer ou de donner une maladie de Parkinson, de faire en fait que votre grand-mère perd la boule ou votre grand-père. Ce qui existait beaucoup moins avant. Donc, ou ça donne le cancer, ou ça donne une maladie nerveuse, tous ces produits, et on a compris pourquoi. On les appelle des spams aujourd'hui, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est les spams dans un ordinateur? Ça empêche les bonnes communications, ça alourdit le système. Et bien là, c'est pareil, c'est comme un peu du sable dans les communications cellulaires. On a des communications soit électriques, c'est le système nerveux, soit chimiques, c'est le système hormonal. Et ça va interférer avec tout ça. Et donc, ça va faire qu'on va être malade. Alors, ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas le lendemain que vous avez le cancer, que vous en avez pris. Mais c'est sur 10 ans. Si c'est dans l'alimentation quotidienne, si c'est par exemple dans un mauvais hamburger ou dans un mauvais hamburger au poulet ou autre chose, qui est fait avec du pain qui a dedans de la farine de soja. On ne mange pas de pain avec de la farine de soja, mais on mange du pain à farine de blé. Le blé est séché au Roundup et le soja contient aussi du Roundup et le poulet en contient aussi, du coup, parce qu'on a donné ces céréales au poulet pour grossir. Et donc, ça va forcément avoir un impact sur votre système nerveux et votre cancer petit à petit. Mais quand vous allez voir un médecin aujourd'hui, il est incapable de vous dire pourquoi vous avez un cancer du sein ou pourquoi vous avez une maladie de neurodégénérescence cérébrale. Incapable. N'importe quel médecin est incapable. Tout simplement parce qu'on utilise l'épidémiologie d'un côté et puis parce que ces produits ont été autorisés sur une grande échelle par centaines de millions de tonnes dans le monde entier. Et qu'on n'a pas la transparence sur leurs tests. C'est le gros problème, sur leurs tests de commercialisation. Parce qu'on aurait alors imposé leur recyclage, on aurait alors dit les risques beaucoup plus tôt, et maintenant c'est trop tard. Alors, regardez par exemple l'arsenic en rouge dans les pesticides du monde. C'est énorme. Et c'est connu pour être cancérogène et pour être toxique. Et il y en a partout, mais ils ne le déclarent pas. C'est la fraude et la principale fraude. Donc, on peut
limiter la compréhension au niveau juridique en disant ah ben, ils n'ont pas mis tout sur l'étiquette, ou on peut dire ils ont fraudé parce qu'ils n'ont pas tout déclaré. Et ils n'ont pas tout déclaré dans les produits extrêmement toxiques. Alors, ce que j'ai découvert, ça a été publié en 2022 dans une revue scientifique, c'est qu'il y avait du pétrole dans tous les pesticides. Figurez-vous qu'on a fait une étude avec 30 ans de pesticides et on a découvert qu'il y avait des résidus de pétrole dedans. Je vous montre, là, vous voyez, toutes ces couleurs. Je ne sais pas si on voit ma flèche, mais toutes ces couleurs sont différents résidus de pétrole cancérogènes de différentes natures. En fait, on montre, et c'est la partie cachée non déclarée, donc noire de l'iceberg des pesticides. Et les gens parlent de ce problème, que ce soit même le public ou certains des scientifiques ou les politiques, ils parlent de ce problème. Par exemple, du glyphosate, du tout haut de l'iceberg. Mais il y a énormément de produits non déclarés qui sont là. Et on sait que c'est très variable. Alors, on a montré que c'était très variable dans l'eau de pesticides. On a même montré que de l'eau commercialisée, figurez-vous qu'il était différemment. Ils avaient une composition différente. Donc, on ne pourrait pas imaginer une composition standard officielle pour un pesticide, tout simplement parce que la partie cachée est variable et non définie. C'est des déchets de pétrole, très variables. C'est ce qu'ils ont dans les différentes cuves, à chaque fois dans le monde, là où c'est commercialisé. Et on a mis en évidence ce que c'était. C'est les zones des flèches qui sont là. C'est extrait de ma dernière publication, novembre 2022. Et c'est des intermédiaires de pétrole dans les choses qu'on ne vend ni pour les avions, ni pour les camions, ni le kérosène, ni le diesel, mais dans l'intermédiaire, dans une chose qui est un mélange de diesel et de kérosène. Ça ne peut pas servir pour les avions, ça ne peut pas servir pour les camions. Donc, ça va partir, ou pareil, là, ça ne va pas servir pour les voitures, ça ne va pas servir pour le nafta, qui sert pour goudronner les routes. Donc, ça va partir dans les détergents, dans les pesticides. Et donc, il y aura du bénéfice sur toute la colonne de distillation, fractionating tower en anglais. Alors, pour les OGM, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'on a modifié génétiquement les plantes, ça fait peur aux gens, mais c'est pour pouvoir contenir du pétrole, pour pouvoir contenir des pesticides. Et les gens ne le savent pas. C'est-à-dire, il n'y a presque aucun, c'est dit dans le système, mais c'est dit dans une telle confusion que les gens ne savent pas que les OGM servent à utiliser beaucoup plus de pesticides, donc beaucoup plus de pétrole. Et donc, ces OGM sont remplis de pesticides depuis leur création. J'ai été dans les commissions d'évaluation des OGM et j'ai dû me battre pendant longtemps. C'est aussi pour ça, parce qu'il y a des gens qui se sont battus avec moi, qu'on a moins d'OGM en Europe. Mais aux États-Unis, on en a beaucoup. J'ai dénoncé ces conflits d'intérêts, cette confidentialité, censorship, comme on dit en anglais, dans les risques pour la santé. Et mon étude sur les rats a été confirmée de nombreuses fois. On a compris le mécanisme d'action, ça donne un stress oxydatif sur les gènes, ou dans les cellules. C'est extrêmement toxique. Et regardez par exemple, voilà avec le Roundup, le vrai Roundup, celui qui est utilisé par l'agriculteur, les tumeurs qui augmentent avec le temps. Chez un rat, ça se voit au bout de la première année. Vous voyez, ça c'est en jours.
Et c'est la longueur de vie d'un rat, 2 ans. Et donc, les lobbies sont déchaînés contre moi en disant « Mais vous faites souffrir les rats, et puis c'est pas la bonne espèce de rat, et puis il n'y a pas assez de rats, etc. » En racontant n'importe quoi, j'ai dénoncé tous ces arguments et répondu dans le détail. Mais ça leur a permis de jeter suffisamment de confusion pour qu'on ne tienne pas compte, enfin que les agences sanitaires ne tiennent pas compte de l'étude, et même jusqu'à la faire rétracter pour qu'il n'ait pas à en tenir compte. Elle a été republiée, mais du coup, ils disent « Ah ben non ». Alors voilà les avocats américains qui, en 2018 et 2019, obtiennent les Monsanto Papers pour les gens, pour moi, et qui vont donc vous avez Brent Wisner ici qui va dire bah, what else, à part le glyphosate dans le Roundup, quoi d'autre? Et vous avez le chef du cabinet qui est Michael Boom. Ils ont bien gagné leur vie et leurs conseillers, rien du tout. C'est-à-dire, moi, ils m'ont payé le voyage, mais ils ne m'ont pas rendu milliardaire au point que je dois faire une caisse, ce qu'on appelle litchi, là, pour payer mes avocats pour les nouveaux procès qui arrivent en France. Ils n'ont pas voulu non plus, ils ne peuvent pas prendre mon cas aux États-Unis parce que je suis un chercheur français et que les dommages seraient à faire valoir en France. Des détails juridiques. Voilà quand je les ai rencontrés, voilà Michael Baum en 2019. Et voilà, je les ai mis en rapport avec les avocats. Ça, c'est Guillaume Tumrel qui a gagné en cours de justice de l'Union européenne pour dire ah ben, il faut évaluer les pesticides à long terme. C'est ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, nous, on n'entend pas, quand on dit pesticides, on n'entend pas le glyphosate, on entend le produit combiné qui est vendu aux agriculteurs ou aux gens, même dans les jardineries. Et ce n'est pas fait. C'est pas fait. Et c'est ce que réclame l'association Secret Toxique aujourd'hui, ou la transparence au moins sur les données pour qu'on se rende compte de l'immensité de la fraude, mais ça ferait quasiment capoter notre système économique. Alors voilà, mes livres où j'explique tout ça ont été traduits. Ils entrent même dans la campagne américaine. Vous savez, Robert Kennedy, c'est le neveu du président qui a été assassiné, qui dit Serralini est un toxicologiste héroïque qui a aidé à envoyer Monsanto en justice. Et j'ai écrit ce livre avec Jérôme Douzelet, il a été traduit en espagnol, il a été traduit en allemand, voilà. Donc, j'ai écrit d'autres bouquins, je termine, Émilie, sur le sens du cuisiner, le bien manger, où j'explique le pétrole, et c'est dans les produits bio qu'on va trouver beaucoup moins de pesticides et beaucoup moins de pétrole, on l'a vérifié. Et surtout, on en trouve beaucoup dans les fromages, parce que le lait concentre les choses, mais aussi dans la viande, parce qu'il faut beaucoup de viande pour faire une vache, il faut beaucoup d'herbes. Et donc, beaucoup de traitements quand on leur donne du foin, quand on leur donne des produits qui ont été séchés aux herbicides. Alors, chaque consommation de produits, quand vous achetez un produit industriel, un produit de supermarché à bas prix, ça cache une philosophie de vie et du monde. Mais je suis plus de ceux qui croient qu'un petit changement de chaque personne peut changer les choses. J'ai vu des lobbies qui sont beaucoup trop forts dans ma vie de chercheur, dans ma vie d'expert et dans ma vie courante, parce que ça a eu des impacts sur ma vie, évidemment. Donc, j'explique qu'il y a aussi des plaisirs cuisinés, qu'on peut cuisiner bien avec du bio, avec des bons produits, et qu'à ce moment-là, on retrouve un goût absolument inespéré. Et donc ça, c'est le livre en français sur le Roundup. On a gagné 7 procès contre eux en diffamation, contre ces lobbies, et il y en a 3 encore à venir le 1er septembre. Mais j'ai trouvé un espoir entre deux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
au niveau individuel. OK, on mange sain, on mange bio le plus possible. Bio ou le label, on s'en fout. C'est simplement que le produit n'ait pas été traité. Alors, si c'est un petit produit de votre jardin, c'est simplement que le bio, c'est un label qui permet de commercialiser sur une plus grande échelle. Alors, on s'est rendu compte que nous étions, et là je vais un peu changer de sujet, comment on peut se détoxifier de tout ça? Parce qu'il y a des solutions juridiques, la transparence d'abord, exiger les tests à long terme, ça semble presque un peu trop tard tout ça. Mais il y a des solutions aussi biologiques, j'allais dire. C'est-à-dire que on part de la constatation qu'il y a beaucoup de microbes en nous. Vous avez tous entendu parler du deuxième cerveau, du microbiote, c'est-à-dire de ce qui nous permet de bien digérer. Et en fait, on s'est rendu compte que des microbes digéraient en nous, que les microbes nous aidaient à digérer. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que ce n'est pas un nid de bactéries qui nous donnent des maladies dans l'intestin. Ils nous aident à vivre. Ils vont stimuler notre système nerveux, notre système immunitaire, etc. Mais c'est tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle une symbiose. Il y a plus de cellules microbiennes en nous que de cellules humaines. Vous vous rendez compte, 100 fois plus dans notre intestin. C'est absolument énorme et gigantesque. Et nous sommes donc un écosystème. Il y a même des arthropodes, etc. Nous sommes donc un écosystème. Si on doit protéger l'écosystème, c'est pour nous aussi, pour notre corps. Et puis, c'est la seule richesse qu'on peut laisser à nos enfants. Pour la biodiversité, c'est la seule richesse qu'on peut laisser, c'est l'écosystème. Si vous voulez, il n'y a aucun enfant qui pourra survivre dans le désert. Et si on rend la Terre un désert, évidemment que tout le monde meurt. Il y a un cercle de relations. Eh bien, on a fait une symbiose avec ces microbes, c'est-à-dire qu'on s'est associé avec ces microbes. Tout simplement, ils peuvent nous permettre de digérer parce qu'eux-mêmes mangent un peu. Et eux-mêmes simplifient les aliments suffisamment pour que nos cellules humaines intestinales mangent. C'est-à-dire que sans elles, notre intestin n'est pas capable de digérer. Et là-dedans, on a découvert le rôle incomparable et inattendu des levures. Ce sont des champignons, ce n'est pas des bactéries. C'est des micro-champignons très intéressants et on les appelle le fongiome. Alors, ce sont des levures qui coordonnent en fait, parce qu'on les voit par microscopie électronique, on voit les bactéries qui sont tout autour d'une levure. Une levure, c'est comme une cellule humaine, c'est assez gros, et les bactéries, c'est 100 fois plus petit. Eh bien, elles suçotent, elles sont à la surface de ces levures, de ces micro-champignons qui sont en nous. Alors, elles nous aident à se détoxifier et les levures, en quelque sorte, coordonnent leur action. Je ne vais pas vous faire un cours de science sur les levures, je pourrais le faire ailleurs, mais ce n'est pas l'objet. Mais j'ai écrit, pour ceux que ça intéresse, une revue scientifique sur les levures. Alors, ça a été découvert, le microbiote lui-même a été découvert dans les années 2000, vous voyez, c'est assez récent, et les levures ont été dans le microbiote, parce qu'on n'utilisait pas les bonnes sondes pour trouver tout le monde, on n'utilisait pas les sondes de levure, et ils ont été bien mieux caractérisés que depuis les années 2020. C'est très récent. C'est-à-dire que, vous savez, quand on fait des gâteaux à la maison, on va utiliser un peu de levure du boulanger quand on fait de la pâte à pizza. Mais c'est un type de levure. Et on en a découvert des centaines dans notre intestin. Donc, il y en a des centaines qui nous font du bien et qui font des arômes. Elles se font plaisir aussi parce que les arômes, c'est des résidus de la respiration et elles vont stimuler la détoxification. C'est-à-dire qu'elles sont capables de digérer nos polluants. Sauf que il y en a beaucoup moins de ces levures et de ces microbes parce que la biodiversité se casse la figure et parce que les pesticides ont tout tué depuis longtemps. Alors, il y en a quelques-unes qui savent digérer certaines choses, mais on en a trop mis tout le temps pour que ça marche.
Et donc, les gens ont des ballonnements, les gens ont des difficultés de digestion, etc. Et quand ils prennent, même à la Biocoop ou aux endroits biologiques, des probiotiques, des levures en sachet ou quoi, il n'y en a encore que très peu par rapport à ce qui existe naturellement. Qu'on a symbiosé à nous, qu'on a associé à nous depuis la préhistoire. C'est pour ça aussi qu'on est devenus des êtres qui mangeons de tout, des omnivores. Alors, les forces politiques contraires à prendre conscience de tout ça, ou des forces politiques favorables, elles perdent les forces politiques favorables. Et il y a beaucoup de politiques contraires pour ne pas faire prendre conscience que le Roundup est toxique, par exemple, qui vont vous parler du glyphosate. Et ce qu'on a remarqué avec 119 députés européens, c'est que tous les députés ne sont même pas au courant ou ne prennent pas le temps de lire. C'est les lobbyistes qui leur font. Et c'est un peu pareil dans les autorités internationales que j'ai été conseiller, en Inde, en Afrique, en Japon, en Chine, au Canada, là où mes livres ont été traduits. Donc, le dernier que j'ai conseillé, c'est Nicolas Hulot, il a été viré ensuite. On a sorti un dossier noir sur lui. Je ne dis pas qu'il était innocent, j'en sais rien, mais on fait sauter les politiques dont on ne veut pas assez facilement dans un système. Alors, pendant ce temps, il faut dire qu'il l'avait dit à Emmanuel Macron, l'actuel président de la France, mais Macron et Merkel, qui étaient Premier ministre de l'Allemagne, essayaient que Bayer rachète Monsanto. Donc, ce n'était pas le moment de dire que le Roundup contenait du pétrole, vous comprenez. Et donc, on a préféré faire sauter Nicolas Hulot que de... Enfin, je résume, il n'y avait pas que ça, mais que de sortir un dossier noir, parce que je ne sais pas, si, bien sûr, sûrement c'était un homme à femme, mais il est parti parce qu'il y avait eu une histoire qu'il faisait trop pression sur les femmes. Mais il se trouve que depuis 2019, il n'y a pas eu de procès, il n'a pas été inculpé, rien du tout, quoi. Alors, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1-10 2019, qu'on appelle arrêt Blaise, est très important parce qu'ils disent, c'est Guillaume Tumrel, que vous avez vu tout à l'heure à table avec moi, qui est là, ils disent, bah, écoutez, on a bien lu, les pesticides doivent être évalués dans toute leur composition. Et l'EFSA, l'Agence de sécurité sanitaire européenne, avoue, ça n'est jamais fait. Jamais depuis 1950. Et ça, c'est complètement anormal, ça veut dire que les agences ne font pas leur boulot. Mais tout simplement parce qu'elles ont délégué aux firmes de pesticides. Elles servent donc à rien. Moi, c'est ce que je leur dis, parce que j'ai été expert pour ces agences aussi. Et je leur dis, ben, vous ne faites pas votre job, donc vous ne servez à rien. C'est du masquage de fraude, sauf que ceux qui savent qu'il y a un masquage de fraude sont peu nombreux, parce que la plupart ne sont pas au courant de tout ça. La plupart des gens qui travaillent dans ces agences. C'est un peu comme pour le reste. Voilà, j'ai fini, Émilie. Je voulais vous dire merci pour votre attention. Ça, c'est moi. Et le site Internet où vous pouvez trouver gratuitement, j'y ai veillé, et au moins mes droits d'auteur ont servi à ça, les publications scientifiques dont j'ai parlé et d'autres. Merci beaucoup, Voilà. Gilles-Éric Serralini, pour cette présentation. C'est très agréable d'avoir la possibilité de prendre le temps parce que c'est un sujet qui est complexe.